Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à ceux qui assistent en ligne à cette conférence. On dit évidemment qu'on garde le dessert pour la fin. Alors, le plus savoureux est aujourd'hui, 16 heures, après une journée bien remplie de conférences. Merci d'y assister. Donc, je me présente, Alain Fortier. Je suis associé en certification chez Mallette, comptable agréé. Et m'accompagne à mon extrême gauche, mon associé Pascal Moffett, associé en service conseil et responsable de la pratique de gestion financière. Bonsoir. Bonjour, bon après-midi. Bonjour. Et une personne évidemment bien connue dans le mouvement coopératif qui est au centre de nous deux, M. Alain Leclerc, qui est actif dans le mouvement coopératif depuis, ma foi, plus de 35 ans. Avec un passage à ses débuts dans le secteur de l'habitation, mais a bifurqué dans le secteur funéraire dès le milieu des années 86-85 pour, pendant quelques années, œuvrer à titre de directeur général de la coopérative funéraire de l'Estrie, c'est bien ça, et a œuvré au développement et à la relance, peut-être, de la Fédération des coopératives funéraires, où il a notamment, et c'est pertinent pour notre sujet d'aujourd'hui, notamment mis en place un fonds de 15 millions avec Investissement Québec et Desjardins pour faire l'acquisition d'entreprises funéraires. Alain œuvre aussi à différents niveaux là, à l'intérieur du mouvement coopératif, notamment au CQCM, a œuvré au CQCM, à l'IRECUS, et est aussi récipiendaire 4e degré de l'Ordre du mérite coopératif. Il faut le souligner. Donc, aujourd'hui, si les choses se déroulent bien, nous allons parler d'une stratégie d'acquisition d'entreprise. Donc, la croissance par acquisition, est-ce une option payante? C'est ce que nous allons discuter. Mais d'abord, une petite mise en contexte et notre journée, la journée d'aujourd'hui, a bien mis la table puisque nous avons, à différents moments de la journée, entendu parler de fusion d'entreprises, d'acquisition d'entreprises. On a eu un bon aperçu de différentes façons de la diversité, de la profondeur du mouvement coopératif. C'est un peu notre base de départ. Vous voyez à l'écran mouvement coopératif bien étendu au Québec avec 47 milliards de chiffre d'affaires, 120 000 employés, une centaine de coopératives qui se créent annuellement. Et aussi, c'est toujours important de le rappeler, un taux de survie, une durée de vie des entreprises coopératives supérieure aux entreprises traditionnelles. Ce qui positionne le mouvement coopératif comme un artisan de la croissance économique. Et d'ailleurs, autant par les commentaires qui ont pu être émis au cours de la journée, on peut penser que la pandémie a eu certains effets positifs pour le mouvement coopératif, a positionné adéquatement le mouvement coopératif par sa proximité, la proximité des entreprises coopératives et de la population, par la propriété qu'on a des coopératives, par les priorités qu'on se donne de développement du mouvement coopératif. Donc, au cours des dernières années, le mouvement coopératif s'était donné d'une part d'un plan de développement et dernièrement d'une feuille de route pour la relance économique. Un plan de développement, il faut se le rappeler, plan de développement qui était 2015-2020, qui visait la création de 20 000 emplois jusqu'en 2020, une croissance du chiffre d'affaires de 7 % par année pendant cette période-là, pour atteindre 45 milliards de chiffre d'affaires. Donc, objectif atteint, je vous ai mentionné que le chiffre d'affaires du mouvement coopératif était de 47 milliards. Un plan de développement qui contenait 4 orientations. Une croissance durable et rentable, des partenariats porteurs de développement,
utiliser l'expertise des regroupements coopératifs et du consortium et une intercoopération proactive. Donc, les termes de croissance, les termes de développement étaient inhérents au plan de développement qui avait été introduit. Il a suivi la feuille de route de la relance économique qui a été présentée récemment, une feuille de route qui contient deux priorités, notamment deux axes de développement, mais la reprise collective des entreprises et le développement des technologies. Donc, encore une fois, une feuille de route qui est axée sur la croissance. Donc, qu'est-ce qui est devant nous si on discute d'acquisition d'entreprise? Et je vais citer le Centre de transfert d'entreprises du Québec et en collaboration avec l'UQTR qui ont réalisé des études sur l'acquisition d'entreprises, la cession d'entreprises. Étude qui a été faite en 2017 et avec l'expérience vécue ces années-ci, l'expérience depuis 2017 nous indique que nous sommes exactement où le présentaient les statistiques de l'époque. Mais on dit que 25 des PME québécoises seront cédées, puis on parlait à l'époque dans l'horizon 2017-2022. Donc, on est dans ces années-ci. 51 de ces entreprises qui seront cédées envisagent d'être cédées à l'externe parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'équipe interne pour reprendre l'entreprise ou n'ont pas nécessairement la famille pour reprendre l'entreprise. Les transferts se font davantage en zone rurale qu'en zone urbaine. Les entreprises à céder sont en bonne santé financière, du moins pour le tiers, qui sont encore en croissance, sont en période de développement. Les PME qui seront cédées, on dit de taille intermédiaire, 5 à 19 employés. Et dans certains secteurs, on a plus de transferts que dans d'autres. L'agriculture, la foresterie, la fabrication, l'hébergement, le tourisme. Donc, on peut immédiatement faire certains liens avec la présence du mouvement coopératif au Québec. Des secteurs où sont présents le mouvement coopératif, où est présent le mouvement coopératif qui sont porteurs de transferts d'entreprise. Pensons à l'agriculture, pensons à le tourisme, pensons à la fabrication, la transformation. Une présence coopérative forte en milieu rural, ce qui nous indique un bon niveau d'opportunités pour le mouvement coopératif, des opportunités à saisir qui sont dans le tissu économique ambiant et qui méritent toute l'attention. Donc aujourd'hui, dans ce contexte-là, on va vous parler d'une stratégie d'acquisition d'entreprise. Alors, Pascal? La suite va se faire en 2 temps. Alors, on voulait vous partager l'expérience de celui qui en a acquis beaucoup, qui a géré ce processus, donc l'acquéreur. Et puis, par la suite, je reviendrai sur certains concepts qui auront été énoncés. Donc, Alain, permettez que je vous appelle Alain. Oui, Alain. Alors, la croissance par acquisition, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça dépend de la stratégie qu'une coopérative peut se donner. Mais ce qu'on a vu au Québec depuis le début, c'est toujours... On a vu beaucoup d'acquisitions défensives. Au Québec, on s'est beaucoup fait proposer ce genre de projet-là. On s'est souvent fait proposer des acquisitions lorsque les entreprises allaient mal. On l'a vu, par exemple, dans le cas des journaux, les journaux régionaux récemment. Là. Quand c'est sur le bord de la faillite, là, souvent, le propriétaire va l'offrir aux journalistes. C'est comme ça qu'on a créé les coopératives dans l'information. Souvent, le propriétaire d'entreprise, en dernier recours, lorsque les employés se rendent compte que le propriétaire veut vendre son entreprise, ils vont se mobiliser pour l'acheter. Mais c'est souvent une opération de sauvetage d'emploi qu'on fait à ce moment-là. Ou je pense aussi au projet du Morford. Les gens vont se réunir pour sauver une entreprise, mais c'est des acquisitions, c'est des propositions de coopératives qui sont faites dans des cas où ça va mal pour l'entreprise. Moi, ce que j'aime faire, puisque ce que j'aimerais que le mouvement coopératif fasse, c'est qu'on fasse des acquisitions sur des entreprises qui vont bien, qu'on soit proactif, qu'on achète de belles entreprises. Moi, je suis de la génération où, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu coopératif, on me parlait toujours du projet à Saint-Jérôme, là,
Tricophile, oui, Jean-Pierre, tricophile. Donc, le projet de Tricophile, on a traîné ça pendant des années, le syndrome comme quoi les travailleurs n'étaient pas capables de gérer une entreprise. Donc, il faut être capable d'être proactif, puis que le mouvement coopératif, on soit du bon bord des acquisitions, que ce soit nous maintenant qui fassions des acquisitions qui sont profitables. BMR le fait là, avec la coop fédérée. Là. Donc, on a des beaux secteurs coopératifs, on a des beaux secteurs, des belles entreprises que le monde coopératif pourrait acquérir, là, puis donner un plus à notre secteur. Mais je comprends donc que cette initiative d'acquisition-là, si elle n'est pas réactive, devrait émaner d'un plan d'action. Effectivement, il faut que ce soit... Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait ce plan d'action-là? Puis est-ce que c'est nécessairement utile d'être en croissance ou de faire une acquisition? Il faut que ça fasse partie d'une démarche stratégique qu'une coopérative va se donner. Dans le cadre d'un plan stratégique, une coopérative peut décider de croître à partir de ses installations propres, ou elle peut décider de conquérir un nouveau territoire ou de lancer un nouveau produit. Puis là, elle peut décider de le faire soit par l'implantation d'un nouveau site à partir de son site existant, ou elle peut le faire en achetant le compétiteur qui a le même produit que lui sur un autre territoire. Donc ça, c'est un choix stratégique qu'une organisation coopérative peut se donner. Dans votre situation, là, dans quel contexte vous avez débuté à faire vos acquisitions? Et on remonte il y a quelques années. Là. Oui, au début, nous, c'était réactif. Là. Les Américains étaient au Québec dans les années 90. Donc, il y a eu une période où, entre 90 et 95, 3 multinationales américaines sont entrées au Québec et se sont mis à acheter systématiquement beaucoup de salons funéraires. On évalue qu'autour de 1996, les Américains avaient contrôlé 40 du marché funéraire au Québec via des acquisitions. Moi, j'avais déjà fait une acquisition, on l'a dit tantôt, à la coopérative funéraire de l'Estrie en 93-94. C'était la première fois qu'une coopérative funéraire achetait un salon funéraire privé. On s'était même posé la question à ce moment-là si légalement c'était possible qu'une coopérative achète un Inc., parce qu'on ne savait pas trop si c'était légal à ce moment-là. On l'avait fait quand même. Donc, lorsque je suis arrivé à la fédération puis que les Américains sont rentrés dans le marché, on a eu à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Les salons funéraires privés se posaient la question parce qu'ils avaient tous peur des Américains dans leur territoire, mais en même temps, ils se posaient toujours la question, oui, mais j'aimerais ça être le prochain qu'ils vont appeler parce que les prix sont bons puis ils vont m'offrir une belle prime là, pour mon entreprise. Nous, en étant une coopérative, on n'était pas dans cette dynamique-là. La coopérative ne pouvant pas être vendue à des intérêts autres que ceux de la coopérative, forcément, pour nous, les Américains, ça devenait des compétiteurs. Mais on a vu une opportunité là-dedans, assez curieusement. On s'est dit, si les salons funéraires sont à vendre au Québec en si grand nombre, puis si les Américains les achètent, pourquoi on ne devient pas un acheteur plutôt que de subir ce qui s'en vient? C'est là qu'à travers une mobilisation, on a réussi à profiter du sommet socio-économique de 96, pour ceux qui s'en rappellent, là, avec Lucien Bouchard, il y avait un chantier sur l'économie sociale, il y avait des projets qui étaient soumis, puis on a réussi à faire une montée avec Investissement Québec, avec M. Bellin qui nous avait aidés, avec la Caisse centrale des Jardins, et on a réussi à mettre sur pied un fonds de 15 millions qui permettait aux coopératives funéraires d'avoir les fonds suffisants pour se lancer aussi dans la bataille des acquisitions. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire notre première acquisition à Shawinigan en 1996. Puis on en a réalisé une bonne douzaine entre 1996 et 2000. En 2000, une des 3 multinationales américaines qui était au Québec a fait faillite. Et ça a mis fin au processus, à la course folle que ces entreprises-là avaient entamée pour acheter le plus de salons possible. Les 3 ont pris comme stratégie à ce moment-là de rapatrier leurs actifs aux États-Unis. Donc, ils ont arrêté la phase de développement au Canada. À partir de ce moment-là, les salons funéraires ont arrêté d'être vendus. De 2000 à 2005, la vague était passée, puis ceux qui avaient à vendre ont vendu. Il n'y a pas eu beaucoup de transactions. Puis en 2005, les acquisitions ont recommencé, puis là, on était moins nombreux sur le marché. À partir de ce moment-là, la Fédération faisait à peu près une acquisition par année. Mais Alain, oui. Jusqu'en 2000, c'était réactif. Oui. Protection du territoire et des entreprises. Oui. 2000-2005, il ne se passe pas grand-chose. 2005, alors, c'était quoi l'intérêt, de votre intérêt, de continuer à être actif dans le domaine? Nous, l'analyse qu'on faisait du marché, c'est que c'est un marché, le funéraire, avec des barrières à l'entrée importantes. Assez curieusement, on ne fera pas un petit cours de funéraire, mais assez curieusement, une des grosses barrières à l'entrée, c'est que la clientèle ne se transfère pas facilement dans l'industrie funéraire. Donc, le marché est assez statique. C'est peut-être parce que c'est des morts, là, mais c'est statique. Ça ne bouge pas. Là.
Le marché est tranquille. Donc, une famille qui est dédiée à un salon funéraire dans une municipalité donnée va être dédiée à ce salon funéraire-là pour de longues années. Donc, lorsque vient le temps de démarrer une coopérative à zéro, le temps que ça va prendre pour se développer une clientèle, puis de transférer les familles dans la nouvelle coopérative, ça va prendre des décennies. C'est très long, ça. Donc, le fait d'acheter un salon funéraire, c'est que ça nous permet d'acheter une clientèle, puis immédiatement, on a un goodwill qu'on appelle. On a une clientèle, un achalandage qui nous est rattaché. Donc, ça permet de se développer très rapidement. Donc, le fait de procéder par acquisition, c'est une méthode efficace de grossir rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette façon-là. Puis vous avez fait quoi, là? Vous avez tracé la carte du Québec, puis vous avez dit il faut qu'on s'implante partout? Il a fallu monter une équipe. Au début, la difficulté, il a fallu se faire un setup. Donc, ce qu'on a fait initialement dès 1996, c'est que d'une part, on a engagé, on a créé une petite équipe avec un agent d'immeuble qui, lui, faisait de la sollicitation d'entreprise, prenait le contact avec les vendeurs, vérifiait l'intérêt de monter un dossier avec eux. Puis c'est lui qui gérait la relation entre la fédération et le vendeur. Moi, je m'occupais de tout l'aspect financier, l'évaluation du prix d'acquisition, la négociation avec le vendeur au niveau du prix, le montage financier, la relation avec les bailleurs de fonds, la création de la coopérative aux besoins. Et on avait un bureau d'avocats qui était spécialisé un avocat d'affaires qui était spécialisé en acquisition. Donc, tout l'aspect légal était fait par cet avocat-là. Donc, on était une équipe de 3 personnes, puis on était assez systématique, là. Aussitôt qu'on entendait qu'un salon funéraire était sollicité, puis il y avait un intérêt pour être vendu, on prenait en contact avec eux, puis on enclenchait le processus, là. Puis dans la période haute, là, les salons funéraires recevaient toujours 3-4 offres d'achat, là. On n'était jamais les seuls. Puis notre défi, c'était de se faufiler à travers ça. C'était qui les autres joueurs? C'était les Américains. Les Américains, toujours les Américains. C'était toujours les Américains, puis souvent le salon funéraire qui est prêt dans le même marché, là, et qui veut s'agrandir, là, entre dans la danse. Mais après 2005, c'était aussi... Après 2005, les Américains se sont retirés. À partir de ce moment-là, c'était nous contre les salons funéraires privés limitrophes. OK. Et votre objectif à partir de 2005, c'était... L'objectif, ça a toujours été le même, c'est soit d'appuyer la croissance d'une coopérative locale en achetant son compétiteur ou agrandir son territoire en achetant l'entreprise funéraire qui était autour, ou développer un nouveau territoire aussi où on était absent en achetant un salon funéraire privé. Okay. Et Alain, pour l'ensemble de cette démarche d'acquisition-là, est-ce que pour le réseau de la Fédération des coopératives funéraires, est-ce que l'augmentation de volume a des effets bénéfiques additionnels en termes d'escompte, additionnels en termes de capacité d'action, de notoriété plus grande? Bien, comme dans beaucoup de réseaux, c'est une question de volume. Je vous dirais, depuis le début de la fédération, donc depuis 30 ans, il y a à peu près un tiers de notre développement qui est venu par acquisition. Les 2 autres tiers sont venus par l'ouverture de nouveaux points de service, l'amélioration de la qualité des services, l'augmentation de l'achalandage. Mais je vous dirais qu'on a eu une planification stratégique qu'on a adoptée en 2013. À 2013-2018, on prévoyait augmenter de 20 % le volume d'affaires du réseau, dont la moitié, dans ce cas-là, devait venir des acquisitions. Donc, on a décidé d'accentuer davantage l'aspect acquisition dans la dernière planification stratégique, puis effectivement, c'est ce qu'on est arrivé à faire. Et parler d'une planification stratégique de 2013, est-ce que c'est là où votre orientation au Québec ou à l'extérieur du Québec a pris forme? Bien, dans une planification stratégique, on essaye toujours d'identifier qu'est-ce qui fait notre différenciation, qu'est-ce qui fait notre avantage concurrentiel sur les autres. Donc, on avait réussi à développer une stratégie d'acquisition dans les 20 dernières années où on pouvait se démarquer de la concurrence. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire au Québec, on avait fait une tentative de développer des coopératives funéraires à l'extérieur du Québec de 2000 à 2005, le programme. Il y avait un programme au fédéral. Là. On avait engagé quelqu'un là-dessus. Mais on avait essayé de démarrer des coopératives à partir de rien, comme on le fait habituellement, la façon traditionnelle. Donc, on avait fait le tour du Canada. On avait une dizaine de projets d'est en ouest, de Vancouver à Saint John's, à Halifax, où on mettait des groupes de citoyens ensemble, puis on allait leur présenter ce qu'était la formule coopérative. Puis on disait aux gens, mais formez un comité de citoyens, puis on va partir avec vous autres, puis cherchez-vous un local, puis on va démarrer une coopérative. De cette démarche-là, il y en a une qui a démarré à Ottawa, et c'est tout. Parce que c'est difficile, ça coûte cher. Ça coûte 1 million, 1,5 million démarrer un projet. Puis comme je vous le disais tantôt, on part de zéro, il n'y a aucun achalandage. Ça prend beaucoup de liquidité pour supporter peut-être les 5-7 premières années. Donc, ça n'a pas marché. On a développé un projet. Donc, en 2013, on a décidé de récidiver
dans le reste du Canada, mais dans ce coup-là, d'y aller par acquisition. Donc, on avait l'expertise de la Fédération pour le faire. On avait les outils pour le faire. Donc, on s'est lancé, puis on s'est dit, on va créer. Puis on a créé un nouveau concept aussi de coopérative. Pas un nouveau concept de coopérative, mais on a décidé de faire des incubateurs. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du Canada, compte tenu qu'il n'existe aucune coopérative funéraire, on a décidé que la Fédération serait propriétaire de ces salons funéraires-là pendant 2-3 ans, le temps de mobiliser les gens sur place. Puis une fois qu'on a créé une coopérative, on a mobilisé les gens, on a un membership suffisant, on a formé un conseil d'administration, la Fédération, par la suite, on recède l'entité qu'on a achetée pour une pièce, là, puis la coopérative elle peut vivre à ce moment-là. OK. Est-ce que c'est encore votre... donc, vous êtes encore dans cette stratégie? On est là-dedans. On a acheté, jusqu'à date, on a 3 salons funéraires d'acheter en Ontario dans un même secteur. Donc, on va créer une coopérative avec ces 3-là. On a acheté un salon funéraire au Nouveau-Brunswick l'an passé. Puis, il y a une coopérative funéraire qui est existante qui l'a accueilli. Puis, on va closer un salon funéraire à Terre-Neuve dans un mois. Est-ce que c'est facile de conquérir d'autres provinces après avoir été aussi dominant au Québec? Ce qui est difficile, c'est de faire des acquisitions. Faire des acquisitions, c'est difficile. C'est difficile au Québec, c'est difficile à l'extérieur du Québec, mais c'est un processus qui est difficile. C'est dur. Moi, j'en ai 35 de fait jusqu'à date. Puis je peux vous dire que je suis toujours surpris lorsqu'on en réussit une. Pour en avoir fait 35, on a dû en essayer une centaine. Là. Notre ratio, là, c'est à peu près ça. On en fait 1 sur 3 à peu près. Là. Alain, c'est effectivement des grands défis. Quel est le rôle, là tu diriges la Fédération des coopératives funéraires, à ta lecture de la situation, quel est le rôle que doit jouer une fédération de coopératives comme la Fédération des coopératives funéraires et quel rôle doit jouer la coopérative locale dans une démarche comme celle que tu présentes? Ce qui est particulier chez nous, je vous dirais, c'est qu'il y a eu un consensus de notre secteur d'activité dès le début que cette stratégie-là était la bonne. Tu sais, donc, les coopératives du réseau se sont dit oui, c'est vrai que les acquisitions, c'est correct. Puis les gens ils ont aussi accepté de confier ce rôle-là à la fédération. Donc, l'expertise, elle s'est développée à la fédération. Ce n'est pas les 25 coops du réseau qui se sont lancés individuellement dans la course, puis dans le processus. Les gens ont confié le mandat à la fédération d'agir en leur nom. Donc, c'est nous qui faisons. On fait du clé en main. Là, comme je vous le disais tantôt, on identifie les cibles, on fait les montages financiers, on négocie les offres d'achat, on se rend jusqu'à chez le notaire, comme on dit. Puis après ça, c'est la coopérative qui rentre. Donc, dans notre réseau, les gens ils ont décidé de confier cette option-là à la fédération. Puis je pense que ça a été un gage de succès parce qu'on a réussi à développer une expertise qui nous permet de faire des transactions. Je vais revenir. Pourquoi c'est dur de faire une transaction? Pourquoi vous êtes surpris quand ça se finalise? Moi, je compare souvent ça à un 110 mètres haie. C'est pas compliqué. Là. Un 110 mètres haie, là, il y en a 10 haies. Tu as 10 chances de te planter. Là. Puis une transaction, je la vois toujours comme ça. C'est... faut savoir, premièrement, une entreprise funéraire, mais c'est comme n'importe quelle entreprise. Il n'y a pas de pancarte à vendre. Là. Un salon funéraire, il n'y a pas de pancarte à vendre. Là, puis on ne trouve pas ça en regardant sur Internet. Là. Des fois, il y a des gens qui ont l'impression qu'on achète ça comme un bungalow. Là, il y a une pancarte à vendre, moi, il faire un offre, il me fait une contre-offre, puis on va régler. Les entreprises, c'est pas comme ça. Souvent, le vendeur, il veut vendre, mais il n'est pas obligé de vendre. Fait que de un, il faut le convaincre de nous parler. Il faut le convaincre d'y déposer une offre d'achat. Il faut s'entendre sur le prix, parce que souvent, une entreprise funéraire, là, le prix que le vendeur a en tête, c'est sentimental. Il pense que ça vaut pas mal plus cher que ça vaut en réalité. Donc, il faut établir une relation avec lui. Souvent, il faut être conscient que dans le secteur funéraire, c'est des compétiteurs. Hein. Ils ne nous aiment pas, les entreprises privées, en général. En particulier, ils nous aiment tous, là, mais en général, ils ne nous aiment pas. Là. Donc, il faut réussir à établir une relation de confiance avec lui parce qu'il n'est pas obligé de nous vendre. Comme je vous disais tantôt, les Américains sont là. Un salon funéraire, il y a toujours le choix de vendre à plusieurs joueurs. Là. Il faut qu'ils nous choisissent. Une fois qu'il nous a choisis, ça, c'est la deuxième haie, peut-être la troisième, là, mais une fois qu'on a une offre d'achat signée, après ça, il faut se trouver des bailleurs de fonds qui vont accepter d'embarquer dans notre projet. Puis, comme toutes les autres coopératives, dans le funéraire, on est pauvre. Là. On n'a pas d'argent à mettre dans ces projets-là. Ce qui fait qu'il faut le souligner, tous nos projets sont financés à 110 %. Là. Si on achète un salon funéraire 2 millions, on va emprunter généralement 2,3 millions, 2,4 millions là, pour couvrir les frais de transaction. Là. Fait qu'il faut trouver des partenaires financiers qui comprennent ça. Là.
que c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Alors, j'imagine qu'on n'a pas acheté tout ça, toutes ces acquisitions-là avec le 15 millions du départ. Non, le 15 millions, il a servi, je pense qu'on en a pris la moitié à peu près. Puis après ça, les règles Investissement Québec ont changé, puis on était capable de se financer autrement. Là. Je vous dirais qu'on en a acheté jusqu'à date, là, on doit avoir dépensé peut-être un 70-75 millions là, depuis le début. Mais on a la chance au Québec d'avoir des partenaires financiers là, qui sont capables de faire ça. Mais il faut trouver les bons, puis il faut qu'ils connaissent la culture coopérative, puis il faut qu'ils comprennent comment est-ce qu'on veut fonctionner. Là. Fait que tout ça, c'est compliqué. Après ça, il faut être conscient que les vendeurs, ils ont des avocats, eux autres aussi, puis ils ont des comptables, là, comme eux autres. Là. Puis à un moment donné, eux autres, ils rentrent dans le dossier. Là. Puis eux autres, ils veulent être capables de justifier auprès de leurs vendeurs, surtout les avocats. Là. Quand l'avocat rentre dans le dossier, là, surtout les avocats ont ménagé comptable, mais les avocats, ils rentrent dans le dossier, puis là, il faut qu'ils justifient qu'ils interviennent dans le dossier. C'est pas vrai qu'ils vont prendre le top d'achat, puis ils vont dire au vendeur, c'est correct, je l'ai lu, là, puis tout est beau. Là. Fait qu'ils vont trouver quelque chose dedans. Là. Puis dépendamment de l'avocat, là, ça peut être long, ça peut être compliqué. Donc, il faut passer à travers l'avocat, il faut s'entendre là-dessus. Il faut être capable d'attacher les barrières de fonds, puis ils sont nombreux. Puis il faut y aller dans les délais. Une offre d'achat, ça court. Nous autres, on met toujours 3 mois entre la signature de l'offre d'achat et le closing. Mais pendant 3 mois, il faut faire ça. Il faut faire le due diligence, la vérification diligente. Là. Donc, il faut aller inspecter les bâtiments, inspecter les livres, s'entendre avec les employés. C'est pas parce que c'est du funéraire, là, mais des fois, on découvre des squelettes dans le placard, comme on dit. Il faut gérer ça, ces affaires-là. Il y en a de ça. Donc, il faut gérer toutes les embûches qu'on va rencontrer dans la vérification diligente du dossier. Souvent, il faut renégocier avec le vendeur parce qu'on a trouvé des choses en cours de route. Si on a une coopérative acheteuse, il faut s'entendre avec elle. Puis souvent, il faut être conscient aussi que la coopérative acheteuse, des fois, il faut modifier le personnel. Des fois, le directeur général ou la directrice de la coopérative acheteuse n'a pas les reins assez solides pour gérer la nouvelle entité qui va naître de l'acquisition. Là. Si on double, si on triple la grosseur, là, des fois, on n'a pas les bons joueurs. Là. Avant de tomber dans l'intégration, oui. Ça s'évalue comment, ça, une entreprise dans le funéraire? Nous autres, il y a des règles du pouce, là, comme dans tous les secteurs d'activité. Là. Au téléphone, là, quand je parle avec un vendeur, là, après une demi-heure, là, je le sais pas mal combien elle vaut, mais ça, c'est les règles du pouce. Mais la vraie méthode, c'est une vraie méthode d'évaluation. Là. Toi, tu fais ça, tu es évaluateur. Je ne peux pas vous dire que c'est facile. C'est dur de faire ça, c'est dur. ça prend du temps. Ça prend du temps. Non, mais c'est vrai, dans le fond, nous, la vraie méthode, c'est la capacité de rembourser de l'entreprise. Comme je vous disais tantôt, compte tenu qu'on ne fait pas de mise de fonds, ça veut dire que l'entreprise qu'on agite, il faut qu'elle dégage des bénéfices suffisants pour rembourser sa propre dette qu'on va lui mettre sur le dos. Là. Plus un intérêt, même. Plus un intérêt. On appelle ça du leverage buyout. Là. C'est-à-dire que l'entreprise, là, qu'on paye 2 millions, on va donner 2 millions aux vendeurs. De 2 millions qu'on donne aux vendeurs, on prend une hypothèque qu'on remet sur sa propre compagnie, puis il faut qu'elle soit capable de générer des bénéfices suffisants pour rembourser sa propre dette. Donc, ça prend un financement flexible pour aller avec ça. Là. Ça prend un financement flexible. La bonne nouvelle dans le monde coopératif, c'est qu'on est capable d'avoir du financement sur une longue portée. Puis c'est ce qui fait qu'on réussit à battre les Américains. Je vous disais tantôt, on réussit à battre les Américains parce que c'est notre formule coopérative où on ne veut pas dégager 15 de bénéfices par année pour les actionnaires. Là. Donc, on est capable de tout mettre sa dette. Là. Du moment qu'on rembourse, nous autres, le financement, là, on n'a pas besoin de générer des gros profits pour les actionnaires. Puis l'autre chose, c'est que l'entreprise qu'on agite, on la sort du marché pour l'éternité. Mais Alain, quand on achète une entreprise, il y a des coûts d'acquisition, il y a des coûts d'intégration. Des fois, la profitabilité, l'année 1, après, ça ne va pas aussi bien que l'autre année d'avant. Changement de personnel, intégration de culture. Comme je vous dis, on est tombé dans l'intégration après. Mais comment on rentre ça dans le modèle? On en tient-tu compte ou on n'en tient pas compte? On en tient compte. Avec l'expérience, on se rend compte qu'une fois qu'on a acheté l'entreprise... Bon, le fait de faire d'une acquisition, le bel avantage, c'est qu'on a un historique. Là. Les plans d'affaires là, sont basés sur quelque chose d'existant. Là. Ce qu'on observe quand on prend une entreprise privée et qu'on la transforme en coopérative, nous, en tout cas, dans le secteur funéraire, là, on voit comme deux phénomènes. Le premier phénomène qui est intéressant pour nous autres, ça, c'est un plus. Dans le monde coopératif, il n'y a pas de noir. Fait que le fait dans les entreprises privées, ils disent qu'ils n'en feront pas, là, mais il y a toujours... c'est toujours curieux quand on fait le due diligence des dépenses, qu'on veut passer des frigidaires, de la peinture. Puis bon, fait que, le fait, bon, donc ça, c'est un plus pour nous autres. Ce qui est un moins pour nous autres, dans le secteur funéraire, nous, on ne donne pas de commission aux employés, puis on ne marche pas sous pression au niveau de la vente. Dans le secteur privé, ils marchent beaucoup avec ça. Ce qui fait que lorsqu'on coopérativise une entreprise privée, des fois, la moyenne de revenus va baisser
parce qu'on va faire moins de pression sur les employés pour qu'ils fassent des grosses ventes. Les employés vont faire moins de pression sur la clientèle parce que ça rentre dans notre esprit que les biens et services qu'on va vendre à la clientèle, c'est ce qu'ils ont besoin sans plus. Là. Donc ça va faire en sorte qu'on va vendre moins de superflu à la clientèle. Donc nos revenus vont être un petit peu moins élevés que l'ancien propriétaire, mais par contre, nos dépenses aussi vont être moins élevées. Là. Donc ça, il faut en tenir compte un petit peu. Donc, Alain, si avant de passer à l'élaboration d'une stratégie d'ensemble, tu parles de certaines difficultés. Là, si on résumait, quels sont les défis particuliers lorsque l'acheteur est une coopérative ou le mouvement coopératif versus une entreprise privée face au vendeur qui est devant vous lorsque la transaction se produit? Mais nous, une des premières choses qu'il faut établir dans la négociation par rapport au vendeur, c'est est-ce qu'il va rester ou il ne restera pas. Des fois, on a besoin qu'il reste, puis des fois, on a besoin qu'il s'en aille. Si on achète un salon funéraire dans un marché où il y a déjà une coopérative funéraire, le vendeur, on n'en a pas besoin. Donc, il faut qu'il quitte. Puis pour nous autres, c'est une économie. Là. On n'en a plus besoin du vendeur. On a déjà essayé l'expérience de conserver les vendeurs. Ça a toujours été difficile pour nous autres de réussir ça. Parce qu'il faut être conscient que souvent, le vendeur, il vend son entreprise parce qu'il est tanné. Il veut s'en aller chez eux. Il est tanné de la pression. Il est tanné de tout. Il veut avoir plus de temps libre. Donc, si on l'achète, on y met 2 millions dans ses poches, puis après ça, on lui dit, tu vas être notre nouveau directeur général, mais il y a 2 millions de dettes qu'on vient de rajouter sur ton entreprise. Donc, il faut que tu travailles encore plus fort que quand tu l'avais. Puis en plus, on y rajoute un conseil d'administration. Ça, ils ne le disent pas. On lui rajoute un conseil d'administration. C'est des bénévoles qui viennent de la communauté. C'est le monsieur qui est rencontré au dépanneur, là, tout d'un coup, qui est rendu son boss et qui va lui dire quoi faire. Les messieurs, ils t'offrent pas, ça ne marche pas. Là. Donc, la structure coopérative, là, elle pose un certain défi oui. aux yeux du vendeur. Disons-le comme ça, oui. Et la crédibilité de l'acheteur coopératif, est-ce que c'est un enjeu lorsqu'on se Oui, présente? quand je dis que c'est difficile, là, moi, je pense que le premier enjeu, puis c'est pour ça que le monde coopératif, on n'en fait pas, c'est une des difficultés qu'on a lorsqu'on rencontre un vendeur pour la première fois, puis qu'on le rencontre avec son comptable, c'est qu'il faut établir notre crédibilité comme coopérative, comme acheteur potentiel. Là. Le monde coopératif, on n'a peut-être pas une bonne réputation à ce titre-là, mais quand tu rencontres le vendeur, tu sais, le comptable, il va te poser la première question. Bon, allez-vous acheter nos actifs ou nos actions? Bien, si tu n'es pas capable de répondre à cette première question-là, ton choix est mort, là, c'est fini. Là. Il va dire, bien là, c'est des clowns, là, on ne vend pas à ces gens-là. Donc, il faut établir la crédibilité. Là. Moi, j'ai réussi à le faire parce que j'avais l'avantage d'être dans le funéraire. Je me rappelle des premières transactions, tu vas dîner avec le vendeur, puis là, il te parle de ses problèmes de four. Tu dis, ah oui, ton four, c'est un tréquin. Ah, les tréquins, ils ont tel problème. Puis tu n'as pas essayé telle affaire. Puis ça, donc, vu que je venais du funéraire, j'établissais une relation avec eux. Mais j'avais une difficulté aussi, il faut le dire. Au début, les premières transactions qu'on a faites, la fédération, chez nous, je venais de la relancer. Là. Les bureaux de la fédération étaient dans le salon chez nous. Là. On n'avait pas de bureau, il n'y avait pas d'employés. Là. Les comptables, ils voulaient faire des meetings à Sherbrooke. Je disais toujours, on va se déplacer. On va se déplacer. Donc, il fallait établir la crédibilité, mais on n'en avait pas beaucoup. Là. Il faut bluffer aussi quand on fait des transactions. Il faut être menteur. Là, parce que c'est pas parce que je regarde Gary, là, mais il faut être capable de bluffer. Il faut être capable de bluffer dans une transaction, mais il faut être crédible. Parce que quand je vous disais tantôt qu'on avait une équipe là, avec un avocat qui était spécialisé dans les transactions d'affaires, on avait un agent d'immeuble, il faut être une équipe crédible. Là. Puis d'autant plus que nous, on voulait en faire beaucoup de transactions. Tu es capable, je dirais, puis c'est pour ça que je parlais des avocats et des comptables tantôt, c'était un peu plate. Eux autres, ils font une transaction. Puis ils essayent de gagner au profit de leurs clients. Nous, notre objectif, c'était d'en faire plusieurs. Donc, si tu ne traites pas bien un vendeur dans le domaine funéraire, j'imagine que c'est comme ça dans les autres domaines, le mot se passe. Là. Les gens vont dire, faites pas affaire avec les coopes funéraires, là, ils m'ont fait ci, puis ils m'ont fait ça. Nous, c'était le contraire qu'on voulait faire. On voulait que la réputation là, soit favorable, puis que les gens se passent le mot. Puis c'est ça qui était arrivé. Les gens ils disent, oh, oui, OK, vous pouvez lui faire confiance, là, puis ça fonctionne. Donc, défis financiers, défis de structure, défis de crédibilité. Donc, il y a une réflexion importante à faire avant de se lancer dans un processus d'acquisition. Pascal, si on discute comment mettre en place pour un groupe d'entreprises, pour une fédération de coopératives, pour une coopérative comme telle, comment mettre en place une stratégie d'acquisition d'entreprise? Où ça se positionne, ça?
C'est rendu à moi? C'est rendu à toi. Ouais. Alors, écoutez, Alain, bravo, premièrement. Là, on va passer à l'aspect un peu plus théorique de la chose, mais qui est basé sur du pratique. Et ce qu'on a entendu, ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, écoutez, une stratégie d'acquisition, puis j'ai plusieurs de mes clients très actifs dans les acquisitions, mais qui veulent faire une acquisition. Quand je leur dis pourquoi tu veux acquérir, bien, la réponse vient tardivement. Ils ne le savent pas. Alors, faire une acquisition, ce n'est pas une chose qui est excitante plus qu'une autre. Oui, c'est excitant, mais il faut que ça soit excitant pour les bonnes raisons. Alors, il faut que ça devienne d'un plan d'affaires et c'est une des options de croissance. Pourquoi on acquiert? Bien, parce qu'on pense que le coût, par rapport au délai que ça prend ordinairement pour faire cette croissance-là, va être profitable et que, effectivement, profitabilité, délai versus coût va être gagnant versus que d'avoir une croissance organique. Tu en parlais, Alain, tantôt, sur le développement d'un salon versus l'acquisition. Donc, dans ce cas-là, c'était une évidence. Donc, l'objectif d'acquisition, il y en a des multiples, que ce soit pour protection, que ce soit pour acquérir des employés, que ce soit pour acquérir une technologie, nommez-les. Il faut que ça corresponde à un objectif d'affaires qui va nous rendre meilleurs. Donc, la démarche, rapidement, bien, il faut que ça soit une démarche où, comme je viens de le dire, la décision d'acquérir devient une évidence en fonction du plan qu'on a à réaliser, notre plan d'affaires, notre plan stratégique. Alors, on s'en va par là, on a choisi de faire de la croissance et on choisit en partie ou en totalité d'y aller par acquisition parce que ça fait du sens. Et il faut que l'acquisition renforce notre avantage compétitif. Comment on s'assure que ça renforce notre avantage compétitif? Bien, on s'auto-analyse. Alors, qui sommes-nous en tant qu'acquéreurs potentiels ou en tant qu'entreprise qui doit faire la croissance? Force, faiblesse, opportunité, menace. C'est tous des beaux mots, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je veux pallier comme faiblesse? Qu'est-ce que je veux augmenter comme force? Qu'est-ce qui se passe dans le marché dont je peux profiter comme opportunité? Quelle est la menace que je dois contrer? Alors, le but, c'est mieux se connaître pour mieux acquérir. Alors, si je me connais bien, je vais venir chercher quelqu'un, une entreprise, qui va se coller à moi. 1 plus 1 va faire 3. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ce n'est pas théorique, c'est très pratique. Et après ça, ben, on dit, c'est qui ma cible? Alors, il faut la déterminer. Est-ce une entreprise en redressement? Est-ce que c'est une entreprise qui fait partie d'un certain secteur? Est-ce que je cherche une profitabilité? C'est quoi le retour sur investissement que je veux? On pense à ça avant même de prendre le téléphone. Alors, est-ce que je veux avoir une participation minoritaire ou je veux avoir le plein contrôle? Ça va être quoi ma structure d'acquisition? On pense à ça. Et quelle est la capacité que j'ai à acquérir? Trop souvent, j'ai vu des gens s'engager dans un processus ne sachant pas s'ils ont la capacité financière, la capacité opérationnelle et la capacité humaine de faire une acquisition. Il va falloir que quelqu'un la gère, le nouvel ajout. Alors, si je ne l'ai pas déjà, il faut que la cible que je vais cibler, le management suive, tout dépendant des secteurs. Et c'est vrai que la transition, c'est dur. Parce que quelqu'un qui a travaillé pour lui, là, travaillé pour un autre, des fois ça marche, mais pas souvent, et souvent pas longtemps. Alors, si on se connaît, on va être mieux en mesure de choisir, d'établir quels sont les critères d'acquisition. Et si on se connaît, on va être capable de dire, j'ai-tu une capacité? Quel va être l'effet de l'acquisition sur mes résultats financiers l'année 2, l'année 1? Quel va être mon bilan? Est-ce que je suis capable d'aller me chercher un financement? On peut aller chercher du financement d'avance pour faire des acquisitions. Comme vous l'avez fait, quand je vous dis que ça a été parfait, c'est le cas. Ensuite de ça, on recherche. On ne recherche pas n'importe quoi. Je reçois trop souvent des appels de gens qui me disent « Pascal, tu vas passer quelque chose, tu me le diras. » Je dis « Non, je ne verrai pas passer quelque chose. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui répond à ton plan d'affaires? » Alors, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver la bonne cible. On répertorie tout ce qui fait partie de nos critères. On fait une liste de 15, on les met de 1 à 15, on prend le téléphone, on les appelle. Ou on peut tomber sur des opportunités des fois. Des fois, il y a des courtiers qui vont nous appeler en disant « J'ai une entreprise à vendre. » Ça, c'est quand on est réputé comme un bon acquéreur. « J'ai une entreprise à vendre, je vais te faire signer une entente et je vais t'envoyer de l'information. » Alors, une des deux méthodes, mais il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Même si on se fait approcher, il faut être capable de répondre « Oui, ça m'intéresse parce que c'est ce que je recherche » ou « Non, ça ne m'intéresse pas. » Sinon,
on va se ramasser avec une acquisition qui ne sera pas facilement intégrable, qui ne répondra pas à nos objectifs stratégiques et qui ne répondra pas non plus à la finance par la suite. Pascal, la démarche que tu présentes, on fait souvent allusion à une entreprise qui vient augmenter un point de service additionnel, qui vient augmenter notre réseau d'entreprises, mais est-ce que l'acquisition d'un fournisseur pour une intégration verticale se positionne dans la même démarche d'acquisition d'entreprise? Tout à fait. Quand je parlais de force faiblesse, opportunité menace, on peut, par exemple, en ce moment, là, tout le monde a des difficultés d'approvisionnement. C'est un problème mondial. Toutes les entreprises qui s'approvisionnent ont des problèmes. Alors, une stratégie en ce moment pourrait être si on pense ça va perdurer, ça pourrait être de dire, alors je vais vouloir m'assurer de l'approvisionnement de mon entreprise et pour ça, je vais sécuriser cet aspect-là. Alors, tout à fait, que ce soit géographique, en produits supplémentaires ou un fournisseur sécurisé l'approvisionnement, c'est la même démarche. Et c'est d'ailleurs, Alain Leclerc, c'est d'ailleurs une des stratégies que vous avez employées de procéder à une certaine intégration verticale à l'intérieur de votre réseau. Oui, nous, il y a quelques années, il y avait un distributeur de cercueils qui faisait affaire avec l'ensemble des coopératives, qui était apprécié de notre réseau. C'était notre distributeur, je dirais, préféré, mais il était menacé de perdre sa route là, parce que un de ses fournisseurs désirait l'acheter. Donc, on est devenu actionnaire minoritaire dans cette entreprise-là. Puis, on a réussi à maximiser ses routes. Puis, avec la coopération des coopératives, on a réussi à faire des économies importantes, ce qui fait qu'à chaque année, il y a de bonnes ristournes qui sont retournées dans l'ensemble des coopératives parce qu'on contrôle maintenant notre distributeur là, qui fait sa run. Puis, on y a rajouté d'autres produits qu'on livre dans les coopératives. Maintenant, on sait qu'on a un point de contact avec chaque coopérative aux 2 semaines. Donc, on essaie d'en profiter au maximum. Ça a été une belle opération, ça. Donc, une décision quand même très stratégique dans le cadre de votre réseau qui est un autre type d'acquisition d'entreprise. Ça aurait pu te répondre à une opportunité ou une menace. Ça aurait pu être ça. Alors, on prend le téléphone, on appelle des vrais gens, on les rencontre et c'est à ce moment-là qu'on débute notre analyse. Alors, est-ce que j'ai un fit avec cette entreprise-là? Est-ce qu'on pense que nos 2 entreprises vont être capables de cohabiter? Et là, on débute notre plan d'intégration et on débute notre due diligence. Même avant d'avoir fait une lettre d'intention, on débute, est-ce que c'est la bonne cible? On va manger avec les gens, on jase avec les gens sont fiers de discuter et ils vont vouloir parler parce qu'ils ont monté cette entreprise-là. Alors, c'est facile de faire parler les gens dans un processus et on a une bonne jasette et en sortant du dîner ou de la rencontre, on a une bonne idée de si c'est intéressant ou pas. À la fin, quand la confiance est établie, on dit, je vais t'envoyer une entente de confidentialité, puis tu m'enverras quelques chiffres, afin que je puisse faire quoi? Je puisse te faire une offre et je puisse te faire un prix. Donc, déjà là, on commence au plan d'intégration, on pense au plan d'intégration, on pense au financement, on pense, je vais-tu acheter les actifs et les actions? On a déjà tout ça, là, parce qu'on a notre structure auquel on veut répondre aussi. Alors, on a notre idée, puis on module notre idée en fonction de la rencontre qu'on vient d'avoir. On établit la valeur. J'en parlerai tout à l'heure. Tu en as parlé, Alain, tantôt. Alors, la valeur, ce qu'on va regarder aussi, c'est la capacité que nous avons à faire de l'argent. On va se baser sur ce que le vendeur a fait pour faire de l'argent, mais on va regarder ce que nous, on va en faire, et on va regarder si cette valeur-là est transférable. On parle souvent d'achalandage personnel. Alors, est-ce que cette valeur-là est transférable, oui ou non? Et on revient toujours à notre structure de transaction. Alors, la forme de l'actif-action, la forme de ce qu'il y a dedans, immeuble à part, on loue l'immeuble, etc., va influencer la proposition qu'on va faire. Ensuite de ça, rapidement, on négocie et on fait notre revue diligente. Et revue diligente, vous le savez, opérationnelle, environnementale, financière. On regarde la rentabilité passée, on regarde les projections financières, on regarde si la rentabilité est pérenne et est-ce que la rentabilité qui nous est présentée, est-ce que c'est la bonne, est-ce que ça va être celle qui va durer dans le temps. On regarde la qualité des actifs qu'on achète. Alors, on s'assure qu'il n'y a pas de passifs financiers qui ne sont pas au livre. Alors, souvenez-vous, la revue diligente, qu'elle soit financière, fiscale ou autre, opérationnelle, on analyse tout de suite pour éviter de trouver des surprises post-acquisition. Faut pas, quand on découvre des surprises post-acquisition, on a mal fait notre job avant. Alors, puis notre revue diligente va nous servir à mieux négocier par la suite. Clôture, on passe rapidement. J'aurais le goût pour le plan d'intégration de me retourner vers Alain et de dire, Alain, comment ça s'intègre une entreprise?
C'est ça. Nous, je vous disais tantôt qu'on fait toutes les démarches là, légales, tout ce cheminement qu'on vient de faire là, on le fait comme mandataire de la coopérative jusqu'à temps qu'on passe chez le notaire. À partir du moment où on passe chez le notaire, là, on tombe dans les opérations quotidiennes. Donc, c'est la coopérative locale qui embarque. Mais nous, on signe des ententes de service. Puis au début, c'était les bailleurs de fonds qui nous obligeaient à le faire. Puis ça a été une bonne idée, ça. Donc, la fédération, on a l'obligation d'accompagner cette coopérative-là, au moins pour les 12 premiers mois. Puis on est très présent les 12 premiers mois. On signe une entente avec la coopérative. On est là pour régler tous les problèmes qui peuvent survenir. Donc, après 12 mois, la coopérative n'a pas le choix. C'est souvent Investissement Québec, là, dans les premiers temps, qui l'imposait. Puis après 12 mois, la coopérative a la possibilité de nous garder pour un 12 mois suivant. Parce qu'une année, ça va assez vite. Puis je dirais une fois sur deux, la coopérative, parce qu'après le 12 mois, on dit, mais voici ce qu'on a fait comme accompagnement. Voici ce qui vous restera à faire dans les 12 prochains mois. Vous avez le choix de le faire tout seul ou de nous conserver. Puis une fois sur deux, la coop nous conserve. Ce qui fait qu'un processus d'acquisition, je vous dirais, là, c'est au moins 1 an et demi, là, du début à la fin. Puis ça va facilement jusqu'à 2 ans et demi, là, à partir du moment où on a parlé aux vendeurs, jusqu'à temps que la coopérative ait pleinement intégrée. Puis tout ça, c'est la partie de la fédération. Mais pour la coopérative, c'est un 2 à 5 ans là, complet là, pour que la coopérative ait pleinement intégré cette nouvelle entreprise-là. Donc, tout comme le processus, l'intégration, ça se planifie, ça se calcule, ça se mesure, et il n'y a pas une façon de le faire, mais il faut le faire de façon structurée et suivie. Je parlerai brièvement de valeur d'entreprise. Je ne passerai pas à travers toutes ces cases-là. Il y a 3 types d'évaluation d'entreprise. On peut regarder les actifs et les passifs d'une entreprise. Ça exclut l'achalandage. Ensuite de ça, selon le calcul selon le rendement va évaluer si la valeur du rendement est supérieure à la valeur des actifs nets d'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a achalandage? On peut se baser sur les flux passés ou les flux futurs. Idéalement, on va se baser sur les flux futurs, on va faire nos projections financières qu'on va actualiser et c'est ça qui va nous donner le prix qu'on va être prêt à payer. Donc, il faut payer. Le prix qu'on va être prêt à payer, on le fait au moment de la lettre d'intention, juste avant, quand on a reçu de l'information, après avoir signé l'entente de confidentialité. Mais après avoir fait la revue diligente, on va reviser notre prix et on va s'assurer qu'il est toujours bon. Parce qu'on a été fouillé là, dans les livres du vendeur et on s'assure que ce qu'on avait comme hypothèse de base, c'est toujours la bonne. Et puis, il y a la méthode du marché. Eh bien, la méthode du marché, on peut se baser sur des entreprises comparables. Il y a souvent des règles du pouce, ça rentre un peu là-dedans, mais combien c'est vendu le voisin? Ou des transactions sur le marché, c'est souvent des entreprises publiques, alors que les entreprises publiques, c'est pas beaucoup utile pour des PME parce que c'est beaucoup plus gros et on ne peut pas comparer une entreprise publique à une PME. Les entreprises comparables, justement, j'essayais de vous figurer ça, c'est-à-dire de vous le démontrer via un exemple. Alors, combien ça vaut un corbillard noir? Alors, ça vaut, puis je me suis assuré là, que tantôt, j'ai dit, je suis dans le prix ou pas? Bien, tu es pas mal au début du coup. Ça peut être plus cher que ça. Donc, 90 000 corbillard noir. Mais ce n'est pas vrai, parce que ce que le corbillard noir qu'on voit là vaut aussi 90 000 bien, dans ce cas-là, ça va dépendre de son année, ça va dépendre de son millage, ça va dépendre de s'il est endetté, ça va dépendre des réparations qu'il y a à faire, ça va dépendre s'il y a 100 000 dans le coffre à gants ou s'il n'y a pas 100 000 dans le coffre à gants. Alors, pour une entreprise, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'une entreprise vaut 4 fois le BAYA, 10 000 la funéraille, 1 million le permis, peu importe votre domaine, tant de piastres le quota, une fois les ventes. Oui, il y a des règles, mais ce qu'on fait, c'est qu'on les analyse et on vient les comparer avec une méthode qui va être basée sur le rendement, auquel on va actualiser nos flux monétaires dans le temps. On va faire notre job, puis on va faire des vrais calculs, puis on va dire, regarde, pour moi, ça vaut autant. Donc, on se sert de ça, puis quand on a 2-3 méthodes, bien là, à ce moment, on les compare, puis on est capable de s'assurer qu'on a un bon prix et de satisfaire le vendeur. Mais l'humain est tellement humain qu'il veut toujours s'accrocher à une formule. Mais la formule, souvenez-vous que 10 000 $ la funéraille, là, ben dans le fond, ça résume une rentabilité, mais es-tu plus rentable ou moins rentable que le voisin? Donc, pourquoi, toi, ça ne sera pas 13 000 ou ça ne sera pas 5 000? Parce que si c'est 10 000, il y a quelqu'un qui, en moyenne, il y a quelqu'un qui a eu 5 000, l'autre 13 000. Alors, c'est ça, il faut faire notre job comme il faut. Donc, c'est basé sur des moyennes, c'est basé sur souvent des transactions qui ne datent pas d'hier. Donc, il faut faire attention. On les considère, mais on ne se base pas juste sur ça. Le job qu'on a à faire en tant qu'acquéreur, c'est de rentabiliser de créer de la valeur. Donc, comment on fait ça?
Ben, on s'organise par le pouvoir des négociations d'acheter moins cher que ce que ça vaut. Bravo si vous êtes capable. Ensuite de ça, on s'assure de profiter de l'effet de levier. Je parlais de financement tantôt. Sans avoir fait le calcul, une entreprise qui rapporte 10 pièces payée 100 pièces cash, ben, ça rapporte 10 %. Mais si je suis capable, par l'effet de levier, de mettre 10 pièces puis qu'après intérêt, c'est 5 pièces, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est plus rentable. Alors, l'effet de levier nous permet de faire ça. L'effet de garder, de faire une transition, l'effet de payer par balance de prix de vente sécurise, transmet une partie du risque du côté du vendeur. Alors, tout ça, on va structurer la transaction pour qu'elle réduise le risque et le coût d'acquisition. Puis, les fameuses synergies. Vous savez, tout le monde parle de synergie. J'ai mon expression là-dedans. Je pense qu'une synergie, c'est quelque chose qui coûte 2 fois plus cher à aller chercher, qui arrive 2 fois plus tard qu'on pense et qui est 2 fois moins élevé que ce qu'on pensait qu'il arrivait. Alors, je vous dis, faites attention aux synergies. Le vendeur va vouloir vous les vendre, les synergies. Vous autres, vous allez vouloir pas les acheter, mais vous allez, si vous tombez en amour avec le deal, vouloir un peu payer ce que ça va vous rapporter, la transaction. Soyez prudents. Contrôle diligent, on en a parlé. Je fais juste dire, quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on trouve quelque chose dans le contrôle diligent, faisons 2, 3 choses. Revisons le prix, négocions ou sécurisons-nous dans le contrat d'achat. Alors, ça sert à quelque chose, faire un contrôle diligent, de trouver des choses. Si on trouve des choses, on en parle et on trouve un moyen de nous sécuriser mutuellement. Et peut-être que ce sera de ne pas faire la transaction si ce qu'on trouve est majeur. Et puis, il y a toujours les fameuses, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais la formule d'ajustement, donc la méthode d'ajustement. Alors, on achète une entreprise basée sur des capitaux propres, sur un fonds de roulement, sur un critère X, Y, Z. Bien, ça, il faut faire très attention à ça parce qu'on peut surpayer une entreprise si on n'a pas le bon mécanisme d'ajustement. L'intégration, on en a jasé. Je fais juste dire qu'il n'y a pas une méthode de le faire. Il faut communiquer, communiquer, communiquer. Et puis, il y a l'intégration totale, il y a l'intégration pas du tout. Il n'y a pas une bonne réponse. Ayant un bon plan, assurons-nous que toutes les personnes des 2 organisations participent à l'intégration et mesurons-les. Pourquoi on l'échappe des fois? Bien, principalement parce qu'il y a des études empiriques qui disent qu'une acquisition, la majorité du temps, n'est pas aussi payante qu'on l'a estimé. Alors, c'est un échec. Alors, pourquoi? Principalement, intégration non réussie. On fait un deal, on arrête là. 1 an minimum, 2 ans jusqu'à 5 ans. C'est ça qui est important. Le cash, là, il est un peu avant, mais il est surtout après. Je vais-tu faire du profit? Escompté, sinon plus. Alors, principale cause, intégration non réussie. S'enfler la tête avec les synergies, je vous en ai parlé tantôt, et diviser tout par 2, là, comme je vous ai dit, puis les coûts x 2, c'est ça une synergie. Revue diligente, on n'en fait pas, on n'en fait pas assez ou on ne réagit pas. On tombe en amour avec le deal, on fait des erreurs dans nos projections financières qu'on actualise trop haut, et puis on se connaît mal, et puis on cible les mauvaises entreprises. Donc, tout ce qu'on a vu, c'est pour ça que ça demande rigueur dans le processus. Alors, une acquisition, est-ce que c'est payant? Oui, sous certaines conditions. Rigueur, calcul et puis planification. Merci. Merci, Pascal. On aurait quelques minutes disponibles pour accueillir certaines questions. Il y en a une à l'écran ici. Il y en a à l'écran. Ah. Oui. Alors, une question de Jason. Est-ce que le modèle coopératif, avec une redistribution des trop perçus, affaiblit en partie la capacité financière des coopératives à faire de nouvelles acquisitions et rend le processus plus aléatoire selon le bailleur de fonds? Bien, je pense, en fait, c'est une question ultimement qui est financière. Donc, la capacité, est-ce que l'entreprise, la coopérative qui fait l'acquisition a la capacité de verser certaines ristournes, de sortir un certain niveau de rentabilité? Mais je pense que, surtout, il faut se donner une vision à long terme. Les résultats d'acquisition ne se feront pas la première année et c'est pas parce que la coopérative va réaliser des excédents dès cette première année-là qu'ils doivent être distribués, puisque certainement une dette à payer
Donc, ces liquidités-là qui sont sorties pour verser des ristournes et ne seront pas disponibles pour payer la dette. Donc, un équilibre à assurer entre la volonté des membres d'une coopérative d'obtenir des ristournes et l'obligation financière qui a été engendrée par l'acquisition d'entreprise. Et Alain, je te dirais même qu'on le calcule régulièrement. Ce qu'on regarde, c'est quel va être l'effet de l'acquisition sur notre entité. Est-ce que je vais avoir la capacité de refaire des distributions? Alors, ça se calcule dans notre modèle pro forma. On en tient compte dans le prix qu'on offre aussi et on voit si le modèle est viable. Par contre, si ça ne se passe pas comme prévu, ça peut limiter en effet, mais ça peut même augmenter la capacité qu'on a comme de la stabiliser. Fait que tout ça, c'est nos projections financières vont nous le dire. Et j'ajouterais là, que dans le modèle coopératif où l'excédent annuel doit être ristourné ou versé à la réserve, dans le cas d'une coopérative de travailleurs, ça peut poser un certain dilemme où les travailleurs peuvent considérer qu'ils perdent une partie de cette rentabilité-là qui sera dirigée vers la réserve et que l'acquisition en soi n'a pas été intéressante pour eux dans le court terme. Donc, la vision long terme, notamment dans une coopérative de travailleurs, est très importante. Autre question. Je ne sais pas si c'est une question ici en présentiel. Sinon, il y a une autre question ici. Croyez-vous que la réussite de la stratégie d'acquisition dans le secteur funéraire pourrait se reproduire dans d'autres secteurs? Quelles nuances y aurait-il à apporter? Alain? Ben, moi, je pense que ça peut se transférer facilement dans tous les secteurs. Je n'ai pas de contrainte là, à ce qu'il y ait un transfert. L'important, c'est d'avoir une stratégie. Nous, on l'a adopté comme une stratégie sectorielle. On n'a pas décidé, lorsqu'on s'est lancé là-dedans, d'en faire juste une. Ça a été une stratégie pour l'ensemble du secteur. Donc, on parlait tantôt du montage financier qu'on s'est donné au début, des fonds qu'on a créés, des partenaires financiers qu'on a mis en place dès le début, des partenaires qu'on a mis en place aussi pour nous aider dans la démarche d'acquisition. Donc, c'est une démarche structurée, mais c'est une démarche structurée qu'on a mis en place où on savait qu'on s'en allait dans un processus qui nous amènerait sur plusieurs années. Donc, c'est quelque chose de structuré. Donc, n'importe quel secteur coopératif au Québec pourrait se donner cette démarche-là, puis prendre le temps de se préparer avant de se lancer dans la course aux acquisitions. Donc, je ne verrais pas de problème à ce qu'on puisse se lancer là-dedans. Une chose que je dirais, par contre, quand on regarde le processus d'acquisition qui nous a été présenté par rapport à la formule coopérative, une des choses que je trouve difficile, puis dans le monde coopératif, on est versé vers ça. On a tendance, dans le monde coopératif, à jaser de nos dossiers. Tu sais. On l'a vu tantôt, on signe des ententes de confidentialité lorsque vient le temps de négocier une entreprise. Nous, dans le monde coopératif, lorsqu'on a un beau projet, bien, on en parle au conseil d'administration, puis on fait une assemblée générale spéciale, puis on en parle à notre monde, puis les gens du CA ne sont pas sûrs, mais ils disent on va aller consulter. Ce qui fait qu'on a tendance, puis c'est correct, le monde coopératif, on est dans un monde participatif, là, puis on veut que les projets soient décidés par le plus grand nombre. Dans un processus d'acquisition, on ne peut pas faire ça. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus peinant, je dirais, là, dans l'ensemble de ce processus-là. Je vous parle des 35 transactions que j'ai faites, mais je ne vous ai jamais parlé des 70 que je n'ai jamais faites. Puis mon président est dans la salle, là, il ne connaît même pas les dossiers qu'on ne réussit pas. Parce qu'on n'en parle pas. On a des ententes de confidentialité. Puis on dit toujours aux vendeurs, lorsqu'on vient dans une région, écoutez, on se parle, là, mais s'il n'y a pas de deal, là, il y a juste vous puis moi qui va le savoir, ou peut-être 2-3 personnes du bureau, là, ça va être la confiance. Puis ça met, assez curieusement, ça met le vendeur en confiance. Dans une petite municipalité, si on se met tout de suite à appeler la coopérative locale et dire « Hey, sais-tu quoi? On a commencé une négociation pour acheter ton concurrent. » là. Mais le lendemain matin, c'est rendu au Tim Hortons, là, puis c'est fini. Là. Puis là, le vendeur, il nous appelle, puis il dit « Vous êtes des quoi? » Puis il n'y a plus de deal. Là. Donc, si on veut réussir à avoir une transaction, il faut établir une relation de confiance avec le vendeur. Puis malheureusement, ça passe par la confidentialité. C'est pour ça que je vous disais tantôt qu'avec notre réseau, on s'est fait une espèce d'entente non écrite comme secteur en disant « La Fédé, on vous donne la responsabilité de faire les transactions, partez sur le marché. » Puis on accepte le fait que vous allez nous arriver à la dernière minute avec des transactions. On comprend que vous ne venez pas nous en parler, mais ça n'a pas été facile. Là. Il y a des coops qui disaient ben là, si tu viens dans ma région, tu viens faire des transactions, il faut que tu m'en parles avant. Puis... Mais ça, c'est la difficulté. Notre monde coopératif, il n'est pas adapté à cette structure-là de confidentialité et de one-to-one dans une négociation.
Et Jean-François Chalifou, ce midi, et Jean Saint-Gilles nous ont dit que le regroupement de la capitale et SSQ a réussi notamment par une grande confidentialité des premières discussions. Alors, c'est vraiment un facteur de succès. Et tu parles là, de la réussite ou de la non-réussite. Quand on veut une stratégie d'acquisition, on n'appelle pas juste une personne. J'ai dit on en appelle 15. Puis s'il y en a 12 sur 15 qui disent non, ça ne veut pas dire qu'ils vont dire non dans 6 mois, dans 1 an. Alors, il faut entretenir ces gens-là aussi. Alors, c'est comme ça qu'à un moment donné, on peut avoir une stratégie d'acquisition qui se tient. Stratégie d'acquisition, ça peut être juste une acquisition, mais ça peut être plus qu'une. Quand tu as fait 35, là, tu en entretiens du monde. Là. Oui, moi, je me rappelle d'un cas, là, c'est une femme qui était propriétaire d'un salon funéraire. On l'a appelée pendant 15 ans. Puis on a fini par acheter, là, mais effectivement, ça a pris 15 ans. Elle disait toujours, rappelez-moi dans 3 ou 4 ans. Bon, on se prenait une note. Puis 3 ou 4 ans après, on la rappelait, puis elle finit par dire oui, là, mais c'est long. Ouais. En terminant, Alain, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais devant le grand nombre d'entreprises qui seront cédées ou qui sont en train de se céder ces années-ci, est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour le mouvement coopératif, selon toi? Bien, moi, je pense qu'il y a des opportunités extraordinaires qui vont se créer, que ce soit pour les couples de travail, on l'a moins abordé, mais dans le monde du travail, là, il y a des entreprises que les travailleurs pourraient acheter pour consolider leur emploi, puis pour prendre en main leur force productive. Là. Ça, c'est un secteur où on est capable de faire d'entreprise par entreprise. Mais il y a des grands pans d'activité économique. Là. Je pense que vous avez parlé des campings aujourd'hui, là, mais on pourrait prendre des filières. Là. Moi, c'est toujours l'objectif que j'aimerais qu'on se donne comme mouvement coopératif, mais on a eu tendance dans le passé à regarder le développement coopératif par région, hein, parce qu'on est structuré par région. Mais si on le regardait plus par filière, on serait capable de faire du chemin, de prendre un secteur et de dire, OK, ce secteur-là, il est intéressant. Puis il y a des caractéristiques qui feraient en sorte que soit les travailleurs pourraient être propriétaires ou soit les consommateurs pourraient l'être. On l'analyse comme il faut, puis on le descend, puis on fait la province au complet, puis on ne s'arrête pas d'une région à l'autre. Là. Ça, moi, je pense qu'il y a des grands potentiels. On pourrait développer de nouveaux secteurs coopératifs par acquisition. On pourrait acheter 10, 15, 20 entreprises dans le même secteur. Puis par la suite, on crée une fédération dans ce secteur-là, puis elle est structurée, puis ça se tient. Là. Oui, on avait une question, excusez, avant ici. Ma question, c'est au bureau, mettons, des comptables, là, comme Mallette. Dans le contexte où, mettons, le mouvement ou une structure coopérative décidait de se donner une stratégie d'acquisition. Ouais, un instant, on va prendre le micro pour les gens en ligne. Oui, il y a le micro juste là, oui. Parfait. Oui. Bon, ma question, c'est... Bon, ça s'adresse plus aux comptables, aux auditeurs en tant que tel, un bureau. Mettons qu'il y a une structure coopérative qui décide, comme la Fédération des coops funéraires, de se donner une stratégie d'acquisition. Qu'est-ce qu'un bureau d'audit peut faire pour l'accompagner? Je ne parle pas nécessairement de l'accompagnement au moment de l'acquisition, mais qu'est-ce qu'il peut faire en amont? Parce que vous avez des contacts avec beaucoup de clients, vous avez beaucoup d'entreprises potentielles, puis des fois même vous êtes dans des secteurs un peu qui sont similaires à ceux où on a, mettons, des filières qu'on aurait déterminées. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en amont, pour justement aider ce secteur-là ou cette organisation qui fait de l'acquisition? Bien, quand un organisme vient nous voir, on devient le gardien du processus. C'est-à-dire qu'on regarde d'où on part et ce que j'ai compté tout à l'heure, les différentes étapes, on s'assure qu'on les réalise et on va partir de la stratégie. Est-ce que la stratégie est bien établie? On va vous accompagner à l'établir, cette stratégie-là. Alors, ensuite de ça, est-ce que vous avez l'équipe interne pour faire ces acquisitions-là, pour réfléchir à quelles sont vos capacités financières, à entreprendre des discussions? Alors, parce que vous autres, là, un aspect très important, c'est que vous devez garder les yeux sur la balle de vos opérations. Alors, il faut que ça continue d'aller bien si on veut faire des profits pour être capable de payer le financement que va nécessiter cette acquisition-là. Alors, on devient votre allié, votre partenaire, et on devient le gardien du processus et on vous aide de la réflexion au ciblage, à l'analyse financière pré-acquisition de nos capacités et ainsi de suite dans le processus d'acquisition. Donc, on est le gardien du processus et le chien de garde du processus et on s'assure que ça va créer de la valeur pour les coop.
Puis on peut s'intégrer aussi à la structure en place chez les funéraires. Il y a une équipe, il y a déjà des gens qui sont dédiés à ça. Peut-être que ce n'est pas tous les secteurs qui sont couverts dans le processus d'acquisition, donc on peut s'intégrer à ça. Et aussi, il peut y avoir une certaine facilité de contacter les entreprises ciblées avec une certaine, indépendance, ou pas indépendance, mais une certaine confidentialité plutôt, dans le processus pour ne pas divulguer dans un premier temps qui est l'acheteur, qui serait la coopérative ou la fédération. Donc, dans l'ensemble de la démarche, là, mais la clé, c'est que la coopérative ou la fédération disent « Oui, j'entreprends une démarche, voici quelles sont nos projections, nos cibles de développement, puis aidez-nous à identifier les entreprises. » Fait qu'évidemment, on peut piger dans les entreprises de nos propres clients, nos propres contacts d'affaires, ou en contacter, comme Pascal l'a dit, et Alain, sur une base régulière pendant 15 ans. Il y avait Jean-Pierre Girard qui avait une question en premier. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce qu'Alain avait dit là, sur les stratégies d'acquisition. Celui du milieu, mais peut-être l'autre pensait la même chose. Je viens de passer un an en France, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des grosses coopératives de travail, puis je me faisais la réflexion qu'au Québec, en général, les coopératives, on parlait de coop de travail, ne sont pas beaucoup investies dans des secteurs à forte capitalisation. Bien, j'ai compris finalement qu'en France, la présence de grosses coopératives dans ce qu'on appelle les BTP, là, bâtiments, travaux publics, c'est beaucoup supporté par des politiques publiques favorables. En d'autres mots, l'autorité publique s'engage à donner 25 des contrats à des structures comme ça, ce qui est autrement plus facile pour aider leur développement. Et malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas tout à fait des politiques publiques aussi favorables au Québec, parce que je pense que ça pourrait donner un élan dans des secteurs à forte capitalisation, parce que veut pas, quand on se compare à d'autres, il y a vraiment des secteurs où on est extrêmement sous-développé en coopération, là, puis je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'impact des politiques publiques. Donc voilà, c'était juste un commentaire éditorial. Intéressant. Il y avait une question en ligne, je ne sais pas si on veut la passer. On l'avait fait les deux, oui. Ah oui? OK, parfait. En fait, Grégory Bassard du Centre de transfert d'entreprise du Québec. J'avais une question plus pour M. Leclerc sur le rôle de la fédération. J'aimerais ça vous entendre un peu plus sur ce qui a été peut-être les principaux défis pour la fédération, pour implanter cette culture-là d'acquisition. Puis en même temps, en complément de cette première question-là, les secteurs de coopératives où il n'y aurait pas de fédération, comment est-ce qu'on peut espérer relever ce défi-là de l'acquisition sans la présence de fédération? Une grande question auquel on ne répondra peut-être pas aujourd'hui. Nous, le défi de culture, je vous dirais, qu'on a dû faire dans le réseau, ce n'est pas tellement une culture d'acquisition, mais c'est une culture de développement. La mentalité des coopératives funéraires pendant, je dirais, les 15 premières années, c'est-à-dire, nous, on vend nos services le moins cher possible à nos membres. Puis je me rappelle que les coopératives funéraires qui faisaient des profits, là, ils étaient ostracisés par les autres. Là. Ah, aux autres, des capitalistes, j'ai fait des profits. L'objectif, c'est d'arriver à zéro. De ne pas avoir de dette, de ne pas faire de profit, puis d'offrir les services funéraires le plus bas prix possible. C'était ça l'objectif, la mentalité. Quand les coopératives, on s'est mis à se réunir, puis qu'on s'est mis à se parler de développement, bien, il a fallu convaincre des coopératives. Là. Je dirais que c'est par imitation que les coopératives ont voulu faire des acquisitions. On en a fait une, on en a fait deux. Les premières, on dit hey, « c'est le fun, on a grossi. » Puis là, ça a donné le goût aux autres, puis mais ça a pris 7-8 ans peut-être, là, avant que le goût du développement passe dans le réseau. Là. Puis là, les gens ils ont vu l'avantage que ça donnait de faire des acquisitions, parce qu'avec ça, on pouvait se donner plus de moyens pour investir. Puis ça changeait tout le réseau, parce qu'en grossissant, les coop avaient plus de moyens. On était capable d'engager de meilleurs directeurs généraux. On a augmenté le niveau du personnel. On était capable de donner des meilleures conditions, d'engager des professionnels. Donc, l'ensemble du niveau, ça a professionnalisé l'ensemble des coopératives, puis ça a donné le goût, mais c'est par imitation. Je dirais qu'on a réussi à le faire dans le réseau. Pour l'autre volet de votre question, il existe beaucoup de fédérations sectorielles. Il existe le réseau des CDR. On a beaucoup d'outils dans le réseau au Québec, parce que là, on le fait à l'extérieur du Québec. Là, on se rend compte, quand on fait des projets à l'extérieur du Québec, comment on a des ressources au Québec. L'argent au Québec, les bailleurs de fonds, on en a. Là, on en a là, du capital de risque là, pour compléter nos projets. On a Investissement Québec, on a les caisses, on a toute donc, l'argent, pour moi, je ne pense pas que ce soit un problème.
Puis les outils techniques, on les a avec les CDR, on les a avec les fédérations sectorielles. Ce que je disais au début qu'il faut faire attention, par contre, c'est qu'il ne faut pas s'improviser expert là-dedans. Il ne faut pas que tout le monde parte, là, que ce soit une fédération ou une CDR, de dire hey, on va le faire, nous autres, ça a l'air le fun, on va faire des acquisitions, là, puis on va ça prend une préparation, là, puis avant de rencontrer un vendeur, il faut être sûr d'avoir la crédibilité. Mais ça se gagne, on est capable de le faire, ça. Mais il faut développer un plan, il faut être stratégique, mais on a tout ce qu'il faut au Québec pour être capable de faire ça. Alors, merci de votre intérêt, votre attention, votre présence en ligne et ici en salle. Ça complète notre présentation. Bonne fin de journée.